Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. En la matière, la presse quotidienne régionale, elle est en plein dans le sujet. Parce qu'on se retrouve quand même avec un véritable changement de modèle économique. Vous pouvez nous dire un mot de ce virage ? Oui, je vais vous en dire quelques mots, mais auparavant, je voudrais ajouter mes remerciements à ceux de Virginie, parce que je sais que c'est toujours un peu ardu de parler d'économie le soir à partir de 18h30. Vous nous avez fait la joie de vous déplacer. Puis je remercie aussi les autorités qui nous accueillent, monsieur le maire, le sénateur-maire, monsieur Abou, le député. Je sais qu'ils vont devoir nous quitter un petit peu plus dans une vingtaine ou trentaine de minutes, donc ils ont des obligations, mais merci déjà de votre présence. Nous y sommes très très sensibles car le sujet est important. Alors pour en revenir à ce que vous évoquiez sur l'innovation et le changement, bien sûr que la presse aujourd'hui, vous le savez, vit une période quasiment historique, puisque nous n'avons jamais connu de tels bouleversements. C'est une véritable révolution. Et vous allez dire, tout le monde vit une révolution dans la vie professionnelle. Nous, c'est une double révolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr la déferlante du numérique et du digital, et il y a également l'avènement de la gratuité. Tout le monde est confronté au digital et au numérique. Par contre, peu de produits sont confrontés à la gratuité. On ne donne pas des voitures, on ne donne pas des meubles, même si on peut les vendre et si on peut les livrer grâce à Internet. Nous devons relever ce défi. Et nous essayons de le faire, bien sûr, avec le plus d'efficacité possible. Mais on est vraiment dans le sujet qu'évoquera tout à l'heure Philippe Wilmus, et vous allez voir que c'est assez passionnant. Pourquoi on est complètement dans le sujet ? On arrive d'une industrie qui est, j'allais dire, qui a 5 siècles derrière elle. C'est l'imprimerie du Gutenberg, même si les journaux ont été inventés véritablement à partir de 1770. Et depuis, j'allais dire, 18 ans, 1995-1996, nous avons dû aller sur le numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Midi Libre, qui fêtera ses 70 ans l'an prochain, va les fêter en même temps que Google fêtera ses 18 ans. Quand vous voyez comment Google a envahi le monde et a envahi nos vies, vous mesurez un petit peu ce que nous devons réaliser les uns et les autres. Alors, est-ce pour autant qu'il faut abdiquer ? Pas du tout, puisque chaque groupe de presse, et Midi Libre en particulier, le groupe des Journaux du Midi, se remet en question. Et aujourd'hui, finalement, nous n'avons jamais été aussi lus, aussi entendus et aussi vus, puisque nous faisons maintenant de la vidéo. Quand on cumule les audiences, on s'aperçoit que Midi Libre, pour ne prendre que ce titre de notre groupe, c'est 650 000 lecteurs tous les jours. Un acheteur, 4 lecteurs. Vous ajoutez les 300 000 visiteurs uniques qui sont sur midilibre.com et vous avez globalement 900 000 personnes qui, tous les jours, sur la région, sont en contact avec la marque Midi Libre. Alors l'intérêt maintenant d'avoir cette audience qui finalement n'a jamais été aussi importante malgré la crise, l'intérêt c'est de monétiser tout ça et de voir comment nous pouvons compenser la décroissance du métier du papier, de la presse imprimée, comment nous pouvons la compenser avec des revenus qui arrivent du digital et du numérique. Je vous en prie, messieurs, entrez. Allez-y. C'est un peu le défi que nous devons relever et je peux vous assurer qu'on essaie de le faire, bien sûr, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. On verra que c'est un argument important de la révolution qui nous attend. Il faut le faire aussi en prenant en compte les problèmes sociaux. Il y en a quand on a un groupe de 1000 personnes et qu'on essaie de le faire passer d'un point A à un point B. Bien entendu, il y a la force de l'habitude, il y a des résistances, il y a des peurs. Et le problème des managers, il est très très important parce qu'il faut essayer de dire que malgré les craintes, malgré parfois des habitudes qui étaient plutôt, j'allais dire, ancrées dans le cerveau reptilien de chacun de nous, il faut se projeter. J'ai la chance d'avoir des équipes qui ont compris ce message, en tout cas qui essaient de l'intégrer totalement. Et à Béziers, vous avez ici une agence qui a été la première à pratiquer ce qu'on appelle le multimédia, donc à inverser un petit peu les facteurs. Le journal, c'était le rendez-vous du lendemain. Avec le numérique, nous avons changé d'espace et de temps, puisqu'en permanence, cette rédaction peut alimenter avec un flux d'informations que vous pouvez recevoir sur vos tablettes, sur vos portables. Voilà un petit peu en quoi la presse est totalement, j'allais dire, au cœur du débat que vous allez avoir tout à l'heure. Alors, nous sommes réunis ce soir, nous sommes là ensemble à Béziers pour la parution du Mageco, qui entre dans une démarche, vraiment, je le disais en introduction, éditoriale forte, en faveur de la visibilité de l'économie régionale et de ces entreprises. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez opéré vraiment cette démarche avec derrière une idée très précise ? Oui, en fait, tout ça est parti d'un constat que nous avons fait avec la rédaction et la hiérarchie de la rédaction, c'est de dire que le journal était trop versé dans l'économie qui était un petit peu, j'allais dire, sinistrée et qui n'était uniquement pris sous le point de vue et sous l'angle social.
C'est le constat que nous avons fait il y a plus de 2 ans. Donc nous avons décidé bien sûr, il faut continuer à traiter ça parce que les problèmes sont là. Il y a des entreprises qui déposent le bilan, il y a des conflits, on ne peut pas l'occulter. Mais à côté de ça, il y a quand même de formidables entreprises, des managers qui sont très créatifs. Et nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas, nous ne donnions pas un écho suffisant à tous ces gens qui étaient au cœur de la dynamique régionale. D'où la création au mois de mars d'un rendez-vous tous les mardis, 3 pages qui sont consacrées à l'économie dite constructive. Et puis, pour, marquer encore plus notre démarche positive ou positiviste, comme vous voulez, nous avons essayé donc maintenant de relier tout ça et de le compiler et de poursuivre un petit peu cette démarche en publiant 8 éditions, puisque là vous avez celle de Béziers, mais nous en avons publié 8, ce qui veut dire qu'en l'espace d'une semaine, nous mettons entre les mains de nos lecteurs qui ne sont pas des spécialistes de l'économie 260 000 exemplaires. Pendant cette période, le Midi Écho est le magazine économique le plus lu et en tout cas le plus pris en main. C'est une démarche qui est bien sûr journalistique, mais elle est aussi pédagogique, car rien n'est plus facile pour un lecteur de voir qu'à côté de chez lui, à 20, à 30, 40 km, il y a une PME-PMI qui a des idées, qui exporte, et on sort un petit peu de ce pessimisme ambiant. Je crois que, comme disait le philosophe Renan, le pessimisme doit être fécond en grandes choses. Si le pessimisme, c'est la résignation, on ne s'en sortira pas. Nous essayons d'être féconds à notre manière. Alors, l'innovation, Président, justement, elle est technologique, elle peut prendre différentes formes, elle n'est pas seulement technologique. Technologique, c'était le thème du magazine. Pour vous, pour le Midi Libre, elle prend la forme de la diversification. C'est aussi votre choix d'innovation. Voilà, ça c'est le dernier point un petit peu de toute notre stratégie. On est passé de la presse imprimée traditionnelle, bien sûr on la garde, bien sûr on va améliorer nos journaux, mais on est donc maintenant sur le numérique avec tous les supports que vous connaissez, avec une relation continue au lecteur et à l'annonceur, et puis on va aller vers la diversification. Mais avant de parler de cette diversification, je vais vous dire 2 mots notamment de ce qui est symbolique de notre passage au numérique. Nous sommes le premier groupe de presse qui viennent de signer un accord avec Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, nous allons pouvoir aller devant les annonceurs que vous êtes, et je vous remercie de nous faire confiance, en proposant un référencement Google. C'est-à-dire que donc vous allez être en permanence, grâce à la démarche de nos commerciaux et de la régie qu'anime Jean-Claude Poisat, vous pourrez être en permanence sur la première page de Google si vous vendez un produit quelconque. Je prends l'exemple des volets roulants en ce moment. Volets roulants Béziers. La personne qui prendra donc ce message sur Google, ça s'appelle Google AdWords, sera référencée dès qu'un lecteur cherchera « Je veux des volets roulants sur Béziers », le nom de l'entreprise qui aura pris un contrat avec nous et qui sera donc un sous-contrat Google sera référencé en première page de Google. Donc on essaie de proposer aux annonceurs un package complet, le journal, l'Internet, mais également Google dans cette affaire. J'en viens au dernier point, la vraie diversification, elle est sur l'événementiel. Aujourd'hui, c'est très très symbolique. Bonsoir messieurs, bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. L'événementiel, c'est très symbolique puisque nous avons organisé la route de l'emploi aujourd'hui toute la journée ici. Hier, nous étions à Perpignan pour une manifestation similaire. C'est un succès remarquable, donc je félicite toutes les équipes et tous ceux qui nous ont accueillis à Béziers une fois de plus. Je crois que 1500 à 2000 jeunes se sont présentés ici pour essayer de trouver un emploi. Les personnes qui étaient, les exposants, comme on dit, étaient ravis de voir des profils très énergiques. Donc ça, c'est un axe. On avait déjà, et Béziers est une terre d'accueil merveilleuse, on avait inauguré, je crois, monsieur le maire, le salon de l'immobilier l'an dernier. On va refaire ça. On a fait un salon de l'auto à Montpellier qui a très très bien marché. Donc en fait, pour résumer et conclure, nous ne voulons pas être que des observateurs de la vie économique, nous voulons désormais être des acteurs. Nous annonçons en amont, nous pouvons organiser et bien sûr nous rendons compte pour mettre en valeur toutes les bonnes initiatives régionales. C'est ainsi que d'un métier traditionnel, d'un monométier, nous avons ouvert notre palette et nous essayons maintenant d'actionner d'autres leviers pour projeter le groupe vers les prochaines décennies. Merci Alain Plombat, vous êtes merci de votre merci. attention. Je vous rappellerai à mes côtés à la fin de cette soirée pour venir conclure avec moi. Alors, à présent, je vais laisser la parole à quelqu'un, vous allez voir, qui est assez passionnant, qui s'appelle Philippe Wilmus. Je vous le présente en quelques mots. Philippe Wilmus, il a
un parcours un petit peu atypique et international. C'est un homme qui a plusieurs vies. Il a dirigé, tout d'abord, il a travaillé pour le groupe Colgate, il a travaillé aussi pour le groupe Mars. Pendant 5 ans, il a travaillé à la promotion de la Coupe du Monde de football 98 et avec ses équipes, il a contribué à lui faire atteindre un bénéfice record. Et puis, il a occupé de prestigieuses fonctions pour le groupe L'Oréal, dont en particulier la direction de la marque Helena Rubinstein. Et puis tout d'un coup, il a tout arrêté et il a changé de vie. Il a changé de vie pour se consacrer à la formation, à transmettre, à faire passer tout ce qu'il avait pu, lui, apprendre, ses expériences. Il est aujourd'hui enseignant dans différentes institutions, dont Subdeco Montpellier. Il a écrit 23 ouvrages sur des sujets tout aussi passionnants. Et puis, il est chroniqueur pour le Midi Libre depuis maintenant un certain nombre d'années. Je vais lui demander de venir me rejoindre sous vos applaudissements, Philippe Villemus. J'en profite pour dire que c'est un pur produit de notre région, puisqu'il est né à Sète, il a étudié à Font-Romeu, il a étudié aussi à Montpellier. Et ce soir, Philippe Villemus, vous allez nous parler de l'innovation et de la compétitivité et du rapport entre les deux. Je vous laisse. Bonsoir, merci Midi Libre de m'avoir invité. Vous allez voir, je vais vite, je parle vite. C'est fait exprès parce que je ne veux pas que la conférence dure. C'est le mode opératoire, vous allez me supporter pendant 35 minutes et après on fait questions-réponses. Vous savez qu'il y a 4 types de conférences. Il y a des conférences où on pose des questions. Il y a des conférences où on apporte des réponses. Il y a des conférences où il y a des conférenciers qui posent des réponses. Arrive dans des managers un peu tyranniques aussi. Moi, je suis venu vous apporter des questions. 3 questions. Première question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'innovation, ce n'est pas un choix, c'est une obligation impérative? Parce que le monde bascule. Pourquoi ce n'est pas un choix, mais une obligation? Deuxième question, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation et la compétitivité? Parce que c'est quand même ça le sujet dont on m'a demandé de traiter. Et troisièmement, comment faire pour améliorer la compétitivité et l'innovation dans ce pays et dans cette région? L'objectif de ma présentation est de vous redonner confiance. Confiance en la capacité qu'a l'économie française et les entreprises françaises d'innover et d'être compétitives si on change quelques petites choses, selon moi. Le problème de l'innovation et de la compétitivité concerne toutes les entreprises sur la planète, y compris en Chine et au Brésil. Il est encore plus d'acuité chez nous. Mais il n'y a pas de solution dans l'absolu. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce que disaient les 5 prophètes juifs les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Le premier, Moïse, est arrivé et puis il a dit « Tout est Dieu ». Le deuxième, Jésus-Christ, est arrivé et il a dit « Tout est amour ». Le troisième, Karl Marx, est arrivé, il a dit « Tout est argent hein ». Le 5e, Freud est arrivé, il a dit « Tout est sexe ». Je vous rappelle ce que disait le dernier Einstein, « Tout est relatif ». Le problème de la compétitivité dans un pays, c'est surtout une affaire de relativité. Relatif au pays, à ses structures politiques, à sa fiscalité, à son budget, à son économie, à son éducation. Relatif au marché, au secteur d'activité. Relative aux entreprises qui opèrent sur un marché donné. Relative aux dirigeants d'entreprises qui managent cette entreprise. Et relative surtout à la volonté des dirigeants et des managers de changer les choses et de s'adapter. Avant de répondre à la première question, je voudrais qu'on se rappelle ce qui s'est passé en janvier 2010 au Buena Buena Center de San Francisco. C'est un musée d'art moderne où Steve Jobs présentait l'iPad. C'est toujours là que Apple présente ses objets. Et pendant la présentation, qui était reliée dans le monde entier comme le fait d'habitude Steve Jobs, il y avait un côté sectaire dans Steve Jobs, hein, tout habillé de noir vêtu comme un pasteur protestant. N'oubliez pas que la pomme Apple, c'est le péché originel hein, qu'on croque. Et il a dit quelque chose qui est absolument extraordinaire dans la présentation. Il présentait ça comme des icônes bénies, hein, comme si c'était la messe. Cet objet que je vous présente, eh bien, il ne sert à rien. Et en tout cas, pas grand-chose. Et il a rajouté quelque chose qui défie les lois classiques du marketing et de l'économie, telles qu'on l'enseigne dans les écoles. Moi aussi, je dis ça. De l'usage naîtra le besoin.
Alors qu'on nous a appris qu'il fallait satisfaire les clients, identifier les besoins, construire des produits et des services qui s'adaptent aux besoins. Lui, il arrive, il dit « je vais vous présenter un objet qui ne sert pas à grand-chose » et on ne sait pas à quoi ça va servir, mais l'usage créera le besoin. 9 mois après, c'est-à-dire le temps d'une grossesse, l'iPad, c'était 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Si ça avait été une entreprise, ça serait la 250e entreprise américaine et la 500e entreprise mondiale. Et cette année, on va vendre plus de 200 millions de tablettes dans le monde. Et l'année prochaine, on vendra plus de tablettes que d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'on vendra plus d'un objet qui ne sert à rien. Parce que oui, on peut très bien être heureux sans tablette, mais on en a quand même vendu 200 millions. Et quand les gourous du marketing, les professeurs, les intellectuels, les commentateurs ont voulu analyser dès la soirée du lancement ce qu'allait être ce produit, ils ont dit ce produit, ça sera un produit nomade, hein, il surfera sur la mobilité des gens. Ça sera un produit professionnel, on l'utilisera beaucoup dans son travail. Et puis, ça sera un outil individuel comme un téléphone. On ne prête pas son téléphone. En fait, la réalité, ce n'est pas du tout ça, parce que 85% des gens qui ont une tablette Apple l'utilisent dans leur salle à manger, dont 75% sur leur divan en regardant la télévision. Ce n'est pas un outil individuel, c'est un outil collectif pour toute la famille, et ce n'est pas du tout professionnel, on se divertit avec. Ça s'appelle une grosse erreur de stratégie. Non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de stratégie. Parce que la révolution économique de demain, ça sera avoir des méta-stratégies, c'est-à-dire pas de stratégie ou une stratégie qui s'adapte à tout. Les entreprises, les pays, les organisations qui gagneront seront celles qui sauront s'adapter. On le savait depuis Darwin, puisque Darwin avait déjà dit au XIXe siècle que les espèces qui survivent ne sont pas celles qui sont les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Première question, donc. Mais qu'est-ce qui fait que l'innovation est une obligation impérative? Parce que le monde bascule. Le monde ne change pas. Le monde il est en train de basculer sur le plan économique, politique, culturel, technologique et social. 7 éléments de ce changement ou de ce basculement. Premièrement, la croissance de la complexité. Nous sommes dans un monde éminemment complexe. Vous savez que chaque année, on produit maintenant autant d'informations que l'humanité a créé de l'information depuis l'année dernière jusqu'au néolithique. Les horizons de planification se raccourcissent. C'est un grand défi, ça, pour les hommes politiques. Parce qu'on leur demande de planifier à très long terme, y compris les grandes entreprises ou les PME, pour voir loin. Mais le problème, c'est qu'une innovation technologique ou un changement peut tout modifier l'année prochaine. La preuve, c'est qu'il y a 5 ans, dans mes cours, je disais, comme tous les autres, que Nokia était l'entreprise la plus contemporaine et la plus performante du monde. Et Nokia a failli mourir il y a 2 ans parce qu'ils ont loupé le smartphone à cause de l'iPod. Ils ont été rachetés par Google. Et je ne peux pas vous certifier que Apple, qui est pourtant une des premières capitalisations boursières aujourd'hui, sera toujours aussi successful, comme on dit en anglais, gagnant, dans 2 ans. Parce que s'ils ne sortent pas un nouveau produit ou un nouveau service hyper performant, eh bien, ils ne vont pas s'en sortir. Deuxièmement, nous sommes rentrés dans le siècle de la contingence. Alors, j'en vois certains qui disent la contingence. La contingence, c'est vous ouvrez le Larousse et il y a écrit c'est le contraire de la nécessité. Ça ne nous avance pas bien loin, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de conférence qu'avec le dictionnaire Larousse, d'ailleurs. La contingence, c'est le contraire de la nécessité. Vous vous souvenez, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, les amours non nécessaires des existentialistes? Alors, en fait, les organisations, les pays, les partis politiques peut-être, sont confrontés à 4 choix. La première choix, c'est le possible. C'est de produire, c'est de faire ce qui est possible. Le possible, c'est ce qui peut être. Il est clair que si aujourd'hui, dans un monde qui bouge beaucoup, vous ne faites que le possible, vous êtes mort. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est l'impossible. Essayez en tant qu'organisation de produire l'impossible. Mais l'impossible, c'est ce qui ne peut pas être. Donc vous ne pouvez pas miser les choses sur l'impossible. Même si des chercheurs, des inventeurs essaient de repousser les limites de l'impossible. Si vous misez tous vos billes sur ce qui est impossible, vous risquez de ne pas vous en sortir. Troisièmement, c'est de faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est obligé. Il faut le produire, mais ça, c'est le minimum. Oui, il faut produire des produits de bonne qualité, des produits qui répondent aux besoins, aux attentes. Mais si vous faites ça, vous n'êtes pas le seul à pouvoir faire le nécessaire. Ce qui est
gagnant, c'est de faire le contingent. Le contingent, c'est le contraire de ce qui est nécessaire. Le contingent, c'est ce qui peut être ou pas. Ça pourrait être ou ça ne pourrait pas être. La tablette, ça ne sert pas à grand-chose. Ça pourrait ne pas être. Mais quand ça est, ça fait 10 milliards de dollars après 9 mois. Nespresso, ça pourrait ne pas être. On n'en a pas vraiment besoin. Mais quand c'est inventé, ça fait 3 milliards d'euros aujourd'hui. Le monde appartient à ceux qui sauront s'adapter et qui seront contingents. Troisièmement, une croissance phénoménale de la pression. Pression sur les entrepreneurs, et je laisserai la parole, bien sûr, après, c'est eux les vedettes, normalement. Il y a une pression phénoménale sur les coûts de production dans le monde. On assiste à un laminage des coûts de production dans pratiquement tous les marchés, à cause des pays émergents, à cause de la technologie, à cause de la dématérialisation. Et il y a des milliers d'entreprises qui sont allées se délocaliser, on y reviendra dans un instant, dans les pays émergents, parce qu'ils peuvent produire à bas coût. Mais il y a aussi une pression phénoménale sur les coûts qui vient de l'intérieur de l'Europe. Parce que les Zara, les H&M, les Ikea, les Free, les Boursorama, les Ryanair, ils ont la même monnaie, hein. Ils ont les mêmes lois que les autres Européens. C'est des Suédois, des Espagnols, des Irlandais, qui sont en train de tailler des croupières à tout le monde, mais pas avec des produits qui sont produits forcément loin, parce qu'ils ont réinventé le business économique. Ils ont réinventé leur modèle économique. Ils ont réinventé les règles de leur jeu. Quatrièmement, on va vers un monde totalement dématérialisé, en tout cas immatériel. Immatériel au sens d'abord de la puissance de la marque, c'est-à-dire de la puissance intellectuelle des entreprises. Coca-Cola, dans son bilan matériel, l'actif matériel, s'il y a des comptables dans la salle, c'est 5 milliards. Mais si on veut racheter la marque ensemble, il faut sortir 75 milliards. D'où vient la différence entre 70 ? C'est le capital immatériel, essentiellement la marque, dans le cas de Coca-Cola. Le capital immatériel, c'est la matière grise. Aujourd'hui, une automobile, ses coûts de matières premières sont largement inférieurs à ses coûts de matière grise. Ça veut dire que les entreprises, les organisations, les pays qui vont gagner demain, sauf si on devient la Chine, mais je vous en reparlerai dans un instant, c'est ceux qui auront de la matière grise, de la matière intellectuelle. Je vous reparlerai de l'école dans un instant. Cinquièmement, on est rentré dans le siècle des émotions. On n'est pas rentré dans le siècle, en tout cas pour nous Français, dans le siècle des besoins. Je dis ça, n'interprétez pas mal ce que je vais dire, il n'y a pas de cynisme. Certes, je sais qu'il y a des SDF, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des pauvres dans le pays, à Béziers, à Montpellier, à Sète, à Arras, à ce que vous voulez. Mais on est dans un pays où l'eau est potable, où il n'y a pas des milliers de gens qui meurent de faim dans les rues de Béziers ou de Lille encore. Et je pense que ça n'arrivera jamais, j'espère. Mais donc, les besoins sont à peu près satisfaits. En revanche, ce que l'on doit satisfaire, c'est cette espèce de contingence, ce désir, ce plaisir, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Sixièmement, on est en train de basculer dans les systèmes de management. En 1969, on a envoyé la fusée Apollo 9 autour de la Lune, et c'était un 25 décembre. Et les ingénieurs de la NASA avaient invité leurs enfants. Et un petit enfant a demandé, quand Apollo 9 est passé derrière la Lune, il a demandé « Mais qu'est-ce qui pilote Apollo 9 ?» Et on lui a répondu « C'est Bill Anders. » Bill Anders, c'était le capitaine du vaisseau. Il dit « Non, pas du tout », a dit un ingénieur. C'est Isaac Newton. C'est la gravitation universelle qui pilote l'entreprise. Question que je pose. Qui pilote la France ? Qui pilote Midi Libre ? Qui pilote les organisations ? Qui pilote les partis politiques ? Le chef ? Le président ? Le directeur général ? Les cadres intermédiaires, qui sont souvent ceux qui trament le plus ? Les ouvriers, les employés, l'ensemble du personnel qui constitue ce corps vivant qu'est une entreprise ? Ou est-ce que ceux qui pilotent aujourd'hui les entreprises en France, en ce début du XXIe siècle, ce sont des principes de management qui ont été inventés à la fin du XIXe siècle par des gens qui sont morts et enterrés, mis en pratique par des praticiens ou des théoriciens au milieu du XXe siècle, et ils sont aussi morts pour affronter les défis du futur. Le problème de la France, c'est que quand on affronte les défis de demain avec les outils d'hier, on a les drames sociaux d'aujourd'hui. Il faut changer de principe de management, de logiciel de management.
Et puis dernier point, ça sera mon 7e élément, je vous ai parlé du laminage des coûts par des entreprises d'ailleurs qui n'existaient pas il y a 5 ans. Des gens comme Twitter, Facebook, Pinterest, ça n'existait pas. C'est une puissance phénoménale, le net. En quelques mois, des entreprises sans bureau, sans infrastructure matérielle, sans camions, sans voitures, atteignent des capitalisations boursières de plusieurs dizaines de milliards de dollars et atteignent une envergure mondiale en partant de rien. En faisant pour beaucoup quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, bien avant la prostitution même, en se basant sur les relations humaines. Leur seule intelligence et génie, c'est qu'ils ont monétisé les relations humaines. Facebook, il a monétisé les relations humaines. Ce que fait Facebook aussi. Facebook, à travers AdWords et autres, il monétise sa capacité de mettre en relation des gens. Ce que fait LinkedIn sur les réseaux sociaux professionnels. Les relations humaines, c'est tellement important que personne n'avait jamais pensé à les monétiser. Ce sont les Américains qui l'ont fait et c'est eux qui créent beaucoup de croissance actuellement dans leur pays grâce à ça. Le monde est en train de basculer. Deuxième question, mais c'est quoi la compétitivité et c'est quoi l'innovation? Alors je vais commencer par l'innovation. Souvent, quand je fais cette conférence sur l'innovation, je suis obligé de vous parler de 4 mots. Innovation, créativité, invention, progrès technique. On va les remettre dans l'ordre. Ce n'est pas seulement de la sémantique que je vais faire. C'est extrêmement important dans la logique de l'innovation et des choses qu'il faudrait faire pour l'améliorer, que ce soit au niveau politique, éducatif, budgétaire ou économique. Avant tout, en amont de tout, il y a ce que l'on appelle la créativité. La créativité, c'est quoi? C'est la capacité d'imagination. Ça peut être la créativité littéraire, Harry Potter, ou à la recherche du temps perdu. La créativité de la sculpture, dans la peinture, dans les mathématiques, E égale MC2, fait par un obscur fonctionnaire du bureau des brevets à Berne, qui s'appelle Albert Einstein. C'est de la créativité pure mathématique. Ça va révolutionner le XXe siècle, mais ça, c'est autre chose. Mais une gomme et un crayon et des équations. La créativité. Ça veut dire que pour faire de l'innovation, il faut d'abord de la créativité, avoir des idées créatives. Il faut donc des individus créatifs. On verra si la France en a. Une fois que l'on a eu cette idée d'un cercle avec une trigonométrie, on peut inventer la roue. La deuxième chose, c'est l'invention. Souvent, des inventeurs de formation ingénieur ou technique, à partir de cette créativité mathématique, littéraire, artistique, créent des inventions. Ils matérialisent un peu plus l'idée. Mais ça ne fait pas des entreprises et ça ne fait pas des innovations. Une innovation, c'est la transformation de cette idée ou de cette invention en un produit ou un service commercialisé et qui apporte quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'innovation tant qu'il n'y a pas de réussite industrielle et commerciale. Donc l'innovation, c'est la concrétisation d'un rêve. Et c'est quoi le progrès technique? Le progrès technique, oui, c'est une petite branche de l'innovation, on pourrait considérer. Le progrès technique, ça consiste à améliorer les méthodes de production pour améliorer la productivité. Alors vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de ça? C'est un peu loin de la compétitivité, le progrès technique, oui, on sait quoi. Eh bien, parce que c'est la clé de la croissance et de la richesse économique dans notre pays et dans les autres pays aussi. La productivité, elle est due au progrès technique. C'est ce qui va permettre de produire plus. Et il ne peut y avoir de croissance du PIB, de croissance du PIB par habitant, de la croissance de vos revenus, de votre salaire, de votre niveau de vie, sans croissance de la productivité. Il faut que je vous l'explique. Tout au long du XXe siècle, la productivité a cru d'environ 4 à 5%, ce qui a fait que tout au long du XXe siècle, le niveau de vie en Europe, malgré les guerres, a à peu près cru en moyenne de 5 à 6%. La productivité, c'est la quantité de biens produits par quelqu'un en une année, par exemple. Combien de chaises produit un ouvrier français par an? Pourquoi il y a un lien entre cette productivité et votre salaire? Parce que si 10 ouvriers français produisent 10 chaises à 10 €, on a 100 € à se partager à 10. Si ces 10 ouvriers français produisent 20 chaises à 10 €, on a 200 € à se partager. Plus on est productif et plus on devient riche par habitant.
Qui a la meilleure productivité au monde? Eh bien, c'est nous. C'est les Allemands, les Français, les Luxembourgeois, c'est nous. Je peux vous garantir qu'un ouvrier français il est beaucoup plus productif par an. Il produit plus de chaises, d'ordinateurs, de voitures qu'un ouvrier chinois. Parce que l'ouvrier chinois, il est mal formé, il a moins de machines, etc. Le problème, c'est qu'il faut rajouter l'équation des coûts. Et le problème, c'est que cet ouvrier chinois, même s'il est moins productif, il a un salaire dans l'industrie qui est 20 fois inférieur à l'ouvrier français. C'est pareil pour les ingénieurs, les docteurs, etc. Et donc, même s'il est moins productif, il vaut mieux aller chez eux. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Les Chinois, ils ont toujours été pauvres. Pourquoi on n'y allait pas avant? Puis on pourrait aller au Rwanda, parce qu'il y a toujours plus pauvres que soi sur cette planète. Le problème, c'est que les Chinois, ils améliorent leur productivité. Non seulement ils ont des bas coûts, mais au lieu de produire une chaise par an, ils en produisent 2, 3, et ce qui fait qu'ils nous dépassent. Alors, est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'il va falloir diviser vos salaires et le mien par 20? La réponse est non. Regardons ce qu'ont fait les Suédois, les Scandinaves, les Pays-Bas ou les Allemands. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi de faire 10 chaises par ouvrier, mais de les vendre à 20 € chaque chaise, ou de les vendre à 10 €. C'est qu'effectivement, on peut améliorer sa productivité en produisant plus ou en vendant plus cher. Au lieu de vendre des Twingo à 10 000 €, ils vendent des Mercedes à 50 000 €. Mais ils n'en vendent pas plus, Mercedes ou BMW, en quantité que le groupe Renault ou Peugeot. Vous imaginez bien que quand vous vendez une BMW à 50 000 €, vous avez plus de marge, plus de richesse, plus de salaire, plus de revenus qu'une Logan à 10 000 €. Mais la chaise, il faut quand même qu'elle soit différente parce que les gens, ils comparent facilement, ils ne se laissent plus berner facilement. Il faut que la chaise, elle soit différente et plus fonctionnelle, plus attirante, ou qu'elle ait des fonctionnalités supérieures. Bien sûr, j'ai pris la chaise pour illustrer mon propos, mais vous l'appliquez à tout type de produit, que ce soit un ordinateur, une voiture, un produit d'équipement ou de la chimie ou de la plasturgie. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité, c'est un concept nébuleux. Certains économistes, dont le prix Nobel Paul Krugman ou Stiglitz, disent que ça n'existe pas, la compétitivité. Et je suis d'accord avec eux. Je suis dans cette école de pensée. Moi, je pense que la compétitivité, c'est le mot poétique inventé pour désigner le mot productivité que je viens de vous expliquer. Néanmoins, la Commission européenne, parce que la compétitivité est devenue une tarte à la crème dans le discours politique, y compris dans les médias, d'après la Commission européenne, la compétitivité, c'est ce qui améliore durablement le bien-être d'une population. C'est tellement flou que comment on peut le mesurer? C'est pour ça que nous, quand on est un peu mathématique, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, c'est assez perturbant. La compétitivité d'un pays, ça serait sa capacité à résister à la concurrence internationale sur son territoire et à exporter ses biens sur l'international. Ça se mesurerait donc par la part de marché mondiale dans les exportations ou les importations. Au niveau d'une organisation ou d'une entreprise, parce que ça c'est plus important, la compétitivité d'une entreprise, ça serait sa capacité à résister sur son marché aux produits étrangers et à conquérir des marchés internationaux. Ça veut dire que la compétitivité, c'est la capacité à séduire les clients mieux que les autres. La compétitivité d'une entreprise ou d'un parti politique, c'est sa capacité à séduire les clients ou les électeurs mieux que les autres. C'est tout. Donc ça se mesure par un seul critère en économie, la part de marché. C'est assez objectif. Il y a 3 types de compétitivité. Compétitivité coût, compétitivité prix, compétitivité hors prix. La compétitivité coût, c'est produire moins cher que les autres. Soit parce que vous êtes un Chinois, soit parce que vous avez des robotisations, une méthode de production hyper efficace, ou un système de logistique, d'informatique qui est très performant. C'est le cas chez Zara, chez Ikea, où ils arrivent par leur organisation même à avoir des bas coûts. Qu'est-ce qu'on fait de cette compétitivité coût? Eh bien, on peut la faire transformer en compétitivité prix. La compétitivité prix, c'est la capacité à séduire les clients mieux que les autres parce qu'on a des prix plus bas. Parce qu'on a des prix plus bas. Notez que parfois, quand vous avez des coûts plus bas, vous pouvez augmenter vos prix et augmenter vos marges. La compétitivité prix, vous pouvez l'avoir grâce au coût, grâce au taux de change de votre monnaie ou grâce j'ai un petit trou, ça y est, grâce au coût essentiellement. La Chine, elle cumule tous ces avantages. Une monnaie dévaluée, c'est du dumping monétaire, et des coûts bas. Pardon, et des marges plus faibles. Les entreprises chinoises ont aussi des marges plus faibles.
on voit bien que la voie pour le pays, qui est la France, ou les entreprises, ne peut pas être la compétitivité prix. Même si, attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas maîtriser ses coûts et donc travailler sur les coûts de production et du travail. C'est ce qu'a fait Volkswagen, par exemple. La réussite exceptionnelle de Volkswagen aujourd'hui, c'est à la fois de la compétitivité hors prix et aussi des plateformes communes, des éléments communs dans leur voiture qui leur permettent d'avoir des coûts bas. C'est ce que fait aussi Ikea, d'ailleurs, ou Zara. La voie qu'a choisi beaucoup de pays, dont le Japon, dont une partie des États-Unis, dont les pays du nord de l'Europe, c'est la compétitivité hors prix. C'est-à-dire la capacité à séduire les clients mieux que les autres pour des raisons autres que le prix. Ça va être l'innovation, ça va être la différenciation. L'innovation, c'est Dyson avec ses aspirateurs qui ont révolutionné le marché des aspirateurs. Vous avez vu avec ces trucs où on s'essuie les mains là, avec ces espèces de... C'est super efficace, en plus c'est super beau. C'est Apple, c'est les designs d'Apple, les designs de certains constructeurs automobiles. C'est les différenciations par l'image, Armani, ou Lancôme, ou L'Oréal, Paris. C'est par les systèmes de distribution, Amazon, qui fait mal, les gens qui vendent sur Internet, les gens qui font du just-in-time hyper tendu, les gens qui demain vont livrer les produits, vous avez vu, avec les drones, comme Amazon, dans votre jardin, avec les livres qui viendront directement. Ça peut être l'innovation dans les méthodes de production. Dans les méthodes de production, alors il y a eu le Fordisme, le Toyotisme, mais tout ce que l'on appelle aujourd'hui le collaboratif. C'est ce qu'a compris Publicis. Heureusement, il y a des entreprises françaises qui arrivent à faire ça. Publicis a compris que ça ne servait à rien de se payer des grands stars créatifs comme salariés toute l'année et de les mettre aux Champs-Élysées. La plupart de ce qu'ils produisent en termes d'images, de films, ils lancent l'appel d'offres sur la toile. C'est l'open source, hein, c'est l'open crowding, mais je peux parler en anglais, ça fait mal ça quand on entend dans l'anglais. L'open source, on s'ouvre et vous avez 30 000 personnes qui vont répondre au brief. Celui qui gagne, on le paye et puis on change demain. 50% des innovations de Procter & Gamble, hein, Procter c'est Ariel et compagnie et Monsieur Propre, hein, c'est le temple du marketing, ils ne sont plus issus de Procter. 50%, ils sont sous-traités à l'extérieur. Parce que grâce au net, grâce à la dématérialisation, grâce aux outils collaboratifs, tout le monde peut devenir riche. Un type zinzin coréen fait une danse et il devient milliardaire. C'est incroyable. On peut détruire la carrière d'homme politique ou de star grâce ou à cause d'Internet. Ça peut fomenter des révolutions dans certains pays, sans chef. Parce que l'innovation, ça peut être aussi l'innovation managériale, auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire la façon d'organiser l'entreprise de manière différente, de changer les hiérarchies, d'aplatir les entreprises. Et là, une question auquel je ne répondrai pas, est-ce que c'est la fin du management? Faut-il toujours des chefs? Certaines entreprises ont répondu comme Wikipédia. Rappelez-vous qu'il y a 5 ans, si je vous avais demandé à chacun d'entre vous, vous avez 1 000 € à investir, vous avez 1 000 €, donnez-moi 1 000 €. 2 choix. Premier choix, Bill Gates, Microsoft, Windows, la puissance de Microsoft, les milliards de Microsoft, la marque Microsoft, l'intelligence des équipes Microsoft. On va lancer Encarta, la première encyclopédie en ligne, raz-de-marée. 1 000 € ici. Ou, je vous présente, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de business. Ça fonctionnera sur les dons. Ce sont les gens qui écriront eux-mêmes. On a trouvé un nom, ça s'appelle Wikipédia. Où est-ce que vous mettez vos 1 000 €? Encarta, ça a été le plus grand flop commercial de Microsoft sur les 10 dernières années. C'est mort. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est 99,9% de part de marché sur les encyclopédies collaboratives en ligne. C'est plus de 700 millions de personnes qui utilisent Wikipédia presque tous les jours, avec un taux d'erreur qui se réduit comme une peau de chagrin. Maintenant, on sait qu'il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'encyclopédie universaliste. Maintenant, on le sait. Sans chef, sans budget, sans structure, aplati, collaboratif, ouvert, démocratique. On y reviendra. Troisième question, mais comment on fait alors? Comment on fait pour... Ce qui me regarde d'un œil malicieux, attention, le temps. Vous savez, ils ne sont pas partis, nos édiles. Donc, soit ils sont très polis, ce que je crois, soit ils s'intéressent à ce que je dis, ce qui me fait plaisir.
Troisième question. Mais comment faire, monsieur? Parce que ça, c'est bien beau, c'est la théorie, mais comment faire pour améliorer la compétitivité? Comment faire pour améliorer l'innovation dans ce pays ou dans cette région? Il faut que je vous parle de la guerre, parce que j'ai une vision quand même si je le dis avec le sourire, mais là, on est dans une compétition. La compétitivité, il y a une notion de compétition. Il faut aimer la compétition. D'ailleurs, on n'est pas un entrepreneur, on va en voir tout à l'heure, sans aimer un peu la bagarre. Hein. Le problème, c'est que la guerre, c'est pas de la bagarre, c'est un peu de la guerre, parce que les Chinois, ils veulent notre peau. Hein. Il y a beaucoup de peuples sur la planète qui veulent notre peau. Hein. La mondialisation vue par les Chinois ou les Indiens ou les Brésiliens, c'est merveilleux. Enfin, une partie des Indiens, des Chinois et des Brésiliens. Mais c'est merveilleux. Hein. C'est comme les croisades vues par les Arabes, c'est merveilleux. Hein. Non, c'est l'horreur, les croisades vues par les Arabes. La mondialisation vue par les Chinois, c'est merveilleux parce qu'ils veulent notre peau. C'est pour ça qu'ils rachètent tout et qu'ils veulent notre peau. Alors, il y a 4 façons de faire la guerre, hein, malheureusement. À l'école de guerre, on vous dira que la première façon de faire la guerre, c'est sur le même terrain avec les mêmes armes que l'ennemi. C'est Verdun. Vous mettez 600 000 Allemands devant 600 000 Français sur quelques kilomètres carrés, 400 000 morts. La plus grande boucherie de l'histoire européenne de tous les temps. 400 000 morts. Risque majeur pour les civilisations. Paul Valéry, mon copain, c'est toi, il peut dire à la fin de la Première Guerre mondiale, désormais, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Risque maximum pour les civilisations, minimum pour le chef, parce qu'il n'y était pas, le chef, dans les tranchées. Et à la fin, on lui donne la médaille. Le vainqueur de Verdun, le boucher de Verdun, 400 000 morts. Le boucher de Verdun. Deuxième façon de faire la guerre, c'est sur le même terrain avec des armes différentes. Ça, c'est, par exemple, la guérilla de Mao ou le va-nu-pied du Viet Cong qui vont battre l'armée technologique la plus avancée de la planète à l'époque par la stratégie de guérilla. Ou c'est Napoléon avec les corps d'armée qui invente les chefs de projet, les chefs de produits marketing du XVIIIe siècle qui se déplacent de manière autonome sur un champ de bataille face à un roi qui a une seule armée derrière lui ou devant lui, mais qui est peu mobile. Et les Anglais, on va avoir du mal à comprendre. Sauf que les Anglais, ils vont finir par nous battre parce qu'à Waterloo, ils vont appliquer la stratégie de Napoléon. Et eux aussi, ils créent les corps d'armée. Parce que les Anglais, ça, je ne l'avais pas dit, Alain, mais les Anglais, ils gagnent toujours la bataille décisive contre les Français, y compris au rugby. Vous savez quelle est la bataille décisive à la guerre? Il n'y en a qu'une. Quelle est la bataille décisive dans toutes les guerres? La dernière, c'est la dernière. On a toujours gagné toutes les batailles contre les Anglais, sauf la dernière, comme au rugby. On gagne beaucoup, mais pas la dernière. Troisième façon de faire la guerre, c'est sur un terrain différent avec les mêmes armes. Ça, c'est le jour J. Au lieu de choisir des plages faciles pour débarquer, on prend les plages les plus difficiles, mais on débarque avec les mêmes avions, les mêmes bateaux que les autres. Hein. Et puis, quatrième façon de faire la guerre, que tout le monde connaît dans cette salle, parce que c'est extrêmement célèbre, c'est Aqaba. Aqaba. Hein. Tout le monde connaît Aqaba. Vous ne connaissez pas Aqaba, monsieur? Aqaba, c'est Laurence d'Arabie, c'est un port sur la mer Rouge qui est détenu par les Turcs. Devant, il y a des canons, les bateaux ne peuvent pas arriver. Derrière, il y a 3000 km de désert brûlant. Et Laurence d'Arabie va voir son chef. Donne-moi, enfin, le roi Faisal, il le voit, donnez-moi 200 bédouins, 200 dromadaires, 200 fusils, et moi, je vous prends Aqaba. Il traverse pendant des mois le désert le plus brûlant de la planète. Il arrive de nuit derrière les Turcs. Il y a un bédouin qui tombe, d'après les historiens, de son dromadaire et qui se tue lui-même, il se tire une balle dans le ventre, et on libère Aqaba. Et donc, on libère le Moyen-Orient, en fait. C'est ça que ça veut dire. Minimum de risque pour les civilisations. Parce d'abord, il était présent, lui. Il était vraiment sur le dromadaire, Laurence d'Arabie. Et s'il était mort, je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, on s'en foutrait des 200 bédouins et des 200 dromadaires. Minimum de risque pour les civilisations, maximum de risque pour les chefs. Il faut faire Aqaba. Parce qu'en économie, et c'est pour des raisons mnémotechniques que je vous ai raconté cette histoire, faire Verdun, ça s'appelle la guerre des prix, c'est-à-dire faire les mêmes produits, les mêmes services que les autres sur les mêmes marchés. Celui qui va gagner, c'est celui qui vendra moins cher. Parce que les distributeurs, les grossistes et les citoyens consommateurs que vous êtes, ils pensent à leurs sous. Et donc, c'est le moins cher qui va l'emporter. Le problème, c'est que la guerre des prix, c'est laminer les frais inutiles. Bon, on devrait le faire aussi dans les administrations, hein, parfois. Mais ça, ce n'est pas le débat. On ne va pas rentrer dans ce débat-là ce soir. On commence par éliminer les coûts inutiles, les post-it, les voyages, les repas, l'arbre de Noël. Puis après, ça devient un peu dur. On comprime les salaires, on réduit le personnel,
on délocalise, on licencie. Maximum de risques pour les sociétés. Et le chef, grosse prime, stock option, parce que le cours de bourse augmente. Il y en a même qui partent à la retraite avec. Quel scandale. Deuxième façon, c'est sur le même marché, mais avec des produits différents. Dyson, pas mal ça. C'est pas mal Dyson. Apple fait en partie ça. La Prius de Toyota et beaucoup d'autres. Troisième façon de faire de la guerre, c'est avec les mêmes produits, mais sur un marché un peu différent, ce qu'on appelle les niches, les spécialistes. C'est Body Shop, qui ne sera jamais le leader mondial de la cosmétique, hein, mais qui s'est mis dans un petit coin, on ne l'embête pas, et qui gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Hein. C'est des stratégies de spécialisation. J'y reviendrai, qui sont, selon moi, la faiblesse numéro 1 des PME, TPE françaises, y compris peut-être celles qui sont dans la salle. Quatrièmement, Akaba, c'est sur un autre marché, avec un produit différent qui n'existait pas. La tablette Apple, parce que ça ne servait à rien, parce que le marché n'existait pas, parce qu'elle s'est mise à des interstices. Vous remarquerez, c'est souvent des produits hybrides. La tablette Apple, c'est un téléphone et un ordinateur. Nespresso, c'est une machine à café fabriquée par Krupp, c'est des dosettes de café fabriquées par Nestlé, et puis c'est un système de distribution, de publicité différent. Vous remarquerez aussi que Nespresso, ça je ne l'avais pas dit hier, donc je peux me permettre, ne vend plus un objet. Il ne vend plus un objet désirable. Il vend un sujet désirant qui s'appelle Georges Clooney. Dans la pub, on ne vous montre pas la machine, on vous montre ce type qui s'appelle Georges Clooney, qui désire cet objet. Et René Girard nous a expliqué depuis des décennies qu'on ne désire que ce que les autres désirent. On ne désire que ce que les autres désirent, sauf si c'est son voisin, parce qu'on déteste ressembler à son voisin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rivalité dans les partis politiques au sein du parti. Parce qu'on déteste ceux qui nous ressemblent. Et le succès de Nespresso, c'est d'avoir choisi quelqu'un qui n'est pas comme nous, puisque c'est Georges Clooney. Et comme il le joue avec autodérision, on sait que ce n'est pas vrai, parce que c'est un acteur. Les gens ne désirent plus des objets, ils désirent des sujets désirants qui ne leur ressemblent pas, à condition qu'ils le jouent, parce qu'il est acteur. Akaba, c'est aussi Jean-Claude Decaux, qui invente quelque chose qui n'existait pas et qui est bon d'ailleurs pour toutes les parties prenantes. C'est bon pour les clients, parce qu'on attend le bus en étant protégé. C'est bon pour les collectivités territoriales, ils gagnent un peu de l'argent et ils peuvent mettre de l'information. C'est bon pour les entreprises qui vont faire de la publicité sur les abribus. Et c'est bon pour Jean-Claude Decaux qui va devenir très riche, et c'est normal, c'est lui qui a créé le produit. Des produits hybrides comme la Toyota Prius, qui sont à la fois du service et de l'industrie, parce que Nespresso, c'est du service et de l'industrie. Apple, c'est plus de l'industrie. L'essentiel des produits d'Apple ne se font plus sur le hardware, même sur la tablette. Ils ont inventé un écosystème, les applications. L'essentiel de leurs profits viennent du service, des applications. Les frontières entre les produits et les services sont en train de s'estomper. Il faut faire Akaba. Il faut se différencier. Ça doit être l'obsession des chefs d'entreprise. Et donc, il faut favoriser l'innovation. Comment on favorise l'innovation ? D'abord, en ayant des entrepreneurs innovants. Et là, la France est bien placée. Le problème de la France n'est pas le nombre de créations d'entreprises, y compris dans la région. On est très, très bon. On est à des niveaux comparables par habitant. On a des niveaux comparables aux Allemands ou aux Américains. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire croître ces PME. Allez-y. On n'arrive pas à faire croître ces PME. On a du mal à les transformer en ETI, en entreprises de taille intermédiaire. Le fameux Mittelstand allemand, qu'on n'a pas dans notre pays. On ne l'a pas parce qu'on les incube, les entreprises françaises, on les aide, on les crée, mais quand il faut les développer, on n'y arrive pas. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on manque de capitaux. On a un problème de capital risqueur que ont les Américains, mais nous, on ne les a pas. Et puis nos banques, qui sont un peu en situation de monopole ou d'oligopole très fort,
verrouille un peu les capitaux. Et donc, on a du mal à transformer ces TPE en ETI. Et puis deux, il y a une part de responsabilité du côté des entrepreneurs. Pour certains, selon moi, on est trop généraliste. On est trop généraliste. Donc, ça va bien quand on n'est pas trop attaqué, mais quand on est attaqué par les gens très innovants ou les gens qui ont peu de bas coûts, on est mort, les généralistes. Regardez l'automobile française qui souffre à cause de ça. Les Allemands, eux, ont fait un choix politique, stratégique, économique, culturel. L'extrême spécialisation sur la chimie pointue, sur la plasturgie, sur les biens d'équipement, sur la machine-outil, sur des voitures de haut de gamme. Et donc, ils exportent beaucoup. La voie, c'est se spécialiser pour partir à l'étranger. Et je vous rappelle que la moitié du PIB allemand, c'est les exportations. Aux États-Unis, c'est 17%, et en Chine, c'est seulement 30%. Et nous, 25%. La voie pour lutter contre les bas coûts, c'est la spécialisation par l'innovation pour pouvoir exporter. En conclusion de tout ça, quelques messages clés. Il faut se méfier de la guerre des prix. Il faut investir massivement dans la différenciation par l'innovation. Ça veut dire aussi des gens créatifs. Ça veut dire une école, une formation tout au long de la vie hyper pointue, de la maternelle jusqu'à la fin de vie. Or, contrairement à ce que je dis souvent par ailleurs, ce n'est pas tellement le problème de la première, de la maternelle jusqu'à l'université, le problème français, même si on a vu des rapports qui disent qu'on décline un peu. C'est le problème de la formation continue. On est très très faible sur la formation continue. Combien d'ouvriers, d'employés, en moyenne, sur leurs 40 dernières années, ont fait de la semaine de formation? Or, comment voulez-vous transformer, faire changer de métier ces gens quand on ne leur a jamais donné un cours d'anglais, un cours d'informatique ou tout autre? Il faut avoir une population active hyper bien formée. Or, seulement 19% de la population active française a le bac quand même. C'est pas beaucoup finalement. On a une population active qui n'est pas assez formée, soit par l'école, soit par la formation continue. Il faut des gens créatifs dans les organisations, politiques, religieuses, économiques, bien sûr. Le problème, c'est que ces gens créatifs, malgré les grands discours que l'on fait dans les assemblées, les organisations et les chefs ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas parce que les individus créatifs, ils sont difficiles à manager. Ils voient les choses différemment des autres. Ils sont parfois plus focalisés sur le problème que la solution. Ils ont une attitude fortement rebelle à toute forme d'autorité. Et on a du mal à les récompenser, à les intégrer et à les faire croître. Mais entre nous, ce qui fait la force des entreprises que l'on a citées et qui fait la force des entreprises locales ici, ce n'est pas les gestionnaires, ce n'est pas les gens qui sont capables de faire de l'informatique. Ça peut compter. Mais la vraie richesse, c'est ceux qui inventent, qui créent, qui apportent des solutions différentes. Donc il faut chouchouter les créatifs. Le problème des créatifs, c'est qu'ils échappent à la grande machinerie des institutions. Ils les manipulent plus qu'ils ne sont manipulés par elles. Et c'est pour ça qu'on ne les aime pas trop. Et dans une société française que je considère un peu trop sectarisée, bloquée, dans son type de management très hiérarchisé, un chiffre, il y a 2 fois plus de taux d'encadrement en France qu'en Allemagne. 15% de cadres en France dans les entreprises, 7% en Allemagne. Or, moins de chefs dans les entreprises allemandes, c'est plus de libération des énergies, c'est plus de créativité par la base, c'est plus de démocratie même dans les entreprises, plus de consensus, plus de travail collectif. Parce que, et ça sera ma conclusion, le défi majeur de ce XXIe siècle émergent, ça sera la tension croissante et contingente entre, d'un côté, l'organisation nécessaire et la créativité. Entre la discipline et l'indépendance. Entre l'ordre
et la liberté. Je vous remercie pour votre attention. Philippe Wilmus, merci beaucoup, Philippe. Profitez-en, buvez quelque chose. Alors, on est avec l'innovation, vous l'avez vu, en plein dans le thème. Je vous rappelle que cette semaine, on a entendu parler de la commission Innovation 2030 qui a été présidée par Madame Lauvergeon. Il y a aussi cette semaine le lancement du concours Innovation mondiale qui va élire les plus grands innovateurs. Alors on est dans le sujet et moi j'avais envie de demander à Philippe Wilmus. On est en Languedoc-Roussillon, on a le plus fort taux de création d'entreprises. On est en quatrième position en termes de création d'entreprises innovantes, juste derrière l'Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. Mais en même temps, on connaît le plus fort taux de défaillance à 5 ans. Alors, quels sont les atouts et les faiblesses de ce territoire dans lequel nous vivons ? Les atouts, c'est la matière grise, parce qu'on a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles, d'ingénieurs, de commerce, d'universités, de chercheurs, dans les laboratoires, dans la médecine. Donc la matière grise, elle y est. Deuxièmement, même si je suis un peu critique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déperditions, on a des incubateurs qui sont performants, en fait. Les CCI, la région, les agglos, les départements, les regroupements de chefs d'entreprise. Je trouve que c'est parfois un peu trop saupoudré, ça manque un peu de synergie. Mais enfin, ils existent. J'espère qu'il y aura des témoignages. Par contre, parce qu'on a des faiblesses, on n'arrive pas à les transformer, selon moi, parce qu'on n'arrive pas à les... Il n'y a plus les capitaux derrière pour les transformer en ETI. De les aider dans cette phase qui ne peut plus être la phase des subventions publiques ou des aides publiques. Il faudrait des capital risqueurs que nous n'avons pas. Et puis, là j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être trop, ne restez pas généraliste. Si vous voulez aller à l'international, vous ne pouvez pas être généraliste. Il faut être des spécialistes pointus dans un domaine, sachant qu'être spécialiste pointu comme la tablette, ça peut quand même faire 10 milliards de dollars. Hein. Donc il y a de l'espoir. Hein. Alors, une deuxième question, puis on va accueillir les chefs d'entreprise. Il y a quelques années, le diagnostic... Je pose une question, parce que mais c'est quand si, même... mais bien sûr, je vais leur demander. Est-ce que vous avez une question à poser ? Je vais venir vers vous. Si jamais vous voulez poser des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me le signaler en levant la main et je viendrai vers vous. En attendant, peut-être une deuxième question. Le diagnostic SRI, donc, sur la stratégie régionale d'innovation il y a quelques années, disait il y a deux choses. Il faut faire de l'innovation pour tous et valoriser la matière grise. Et puis, dans ce contexte de valoriser la matière grise, on s'aperçoit qu'il manquait une courroie de transmission entre la recherche, 5000 chercheurs dans la région, donc, et puis, d'un autre côté, donc, la troisième région aussi en France pour les dépenses en recherche-développement, 5e pour le dépôt de brevets, et de l'autre côté, pas de courroie de transmission pour aller vers les entreprises. Que faire ? Oui, parce que ça, c'est une des faiblesses françaises. C'est peut-être notre côté gaulois. Un peu les villages gaulois, on est parfois en manque un peu de collectif. Tout ça, ça marche seulement si on travaille ensemble et si on a une vision partagée. Or, nous sommes dans un pays, et je peux en témoigner, où quand on est chef d'entreprise, mais qu'est-ce que c'est que ces professeurs marxistes, grévistes et fainéants en puissance ? Et quand on est professeur, j'ai fait les deux, donc, mais qu'est-ce que c'est que ces villes capitalistes qui exploitent le sang du peuple ? Je caricature à peine. Et entre les deux, des fonctionnaires ou des administrations qu'on accuse de ne faire que de la dépense, et donc on a du mal à travailler. Parce que quand vous avez été professeur, pour devenir chef d'entreprise, c'est difficile, ou le contraire. Et on ne travaille pas assez ensemble. Ça, c'est la force des Allemands, ou des Japonais, ou des Américains, un peu moins les Américains, des Pays-Bas, des Néerlandais. On a le pulse, on a les pièces du pulse, pardon, mais on n'arrive pas à faire le pulse ensemble. Parce qu'il y a trop de chefs aussi. Parce que je sais pas, parce qu'il y a trop de chefs, parfois. Merci. Philippe Wilmus, vous allez rester avec moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne vois pas de main se lever. En tout cas, n'hésitez pas à me le signaler si vous vouliez. Oui. Alors, je parlais de cadre au sens non juridique, parce que je parlais au sens de manager d'une tranche hiérarchique. Il y a beaucoup moins de niveaux hiérarchiques en Allemagne que dans les entreprises françaises, parce qu'il y a moins de managers, en fait. Ce que j'appelle manager ou cadre, dans le langage non juridique, c'est qui dirige des équipes. Donc, c'est une strate hiérarchique. Il y en a beaucoup moins.
Alors, Et donc, ça tue la liberté et la créativité, sans nuire à l'organisation, l'ordre et la rigueur. Alors, Philippe Wilmus, vous allez rester avec nous, mais on va maintenant accueillir des chefs d'entreprise pour nous apporter leur témoignage. Je vais demander à Richard Juskevich de REC France de venir me rejoindre sous vos applaudissements, Guillaume Glaise pour Cible Web, et je vais en même temps demander à Didier Abric, directeur général de la CCI, de venir aussi à mes côtés. Bonsoir, messieurs. Allez-y, prenez place à mes côtés. Vous avez des micros sur les chaises. Merci d'être venu d'abord ce soir ici parmi nous. Merci pour votre invitation. Alors d'abord, justement, ça tombe bien. Richard Juskevich et Édouard, vous êtes deux frères à la tête de la société. La société, c'est Recherche Électronique Contrôle France. Vous êtes basé à Bédarieux. C'est une histoire de famille. Cette société, elle a été créée en 1995. Vous faites de la conception et de la fabrication de matériel paramédical spécialisé pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Alors, je vais vous demander peut-être de nous donner quelques exemples de vos innovations parce que vous êtes leader dans votre secteur. Oui, bonjour, merci de m'écouter. Richard Juskevich, société REC France, parce que c'était rebaptisé REC France il y a 2 ans. Donc, on est spécialisé dans le matériel paramédical. Donc, on va verticaliser des enfants, des adolescents. On va verticaliser aussi des personnes en gériatrie. Et on fait à partir de là tous les produits de confort destinés dans le domaine paramédical. On est une niche dans un domaine médical. Voilà. Donc, à partir de là, on a développé plusieurs produits. Et on vient d'avoir, pour les gens qui connaissent un peu les produits médicaux, on vient d'avoir un ASA4, un certificat ASA4 sur un coussin anti-escar. C'est-à-dire que c'est un coussin qui nous surclasse par rapport à tous les coussins produits actuellement et remboursés sur le territoire français. Donc on est surclassé par rapport aux produits américains, allemands et aussi 2 fabricants français qui existent actuellement, quoi. Et puis parlez-nous de la main bionique. Et puis, on a développé, on est en train de finaliser des tests cliniques avec une main bionique. Vous avez eu beaucoup d'exemples sur les télés, avec deux gros fabricants, un fabricant allemand et écossais. Et nous, on est le 3e. Et puis, on fait un petit cocorico parce qu'on intègre dans la main déjà des capteurs complémentaires qui vont apporter une sensation du toucher pour le patient et aussi une sensation de chaleur et d'intégrer, je veux dire, un visuel qui est une copie conforme de la main classique, quoi. Alors, vous avez la certification ISO 9001 dans le grand appareillage pour la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel paramédical. Vous avez le label Origine France garantie. Alors, moi, j'aimerais qu'on soit très concret et vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe, l'innovation. Comment ça se passe chez vous ? Ça part de quoi ? L'innovation, ça part bien sûr déjà d'un besoin, d'accord, d'un besoin qui nous est remonté par les médecins, les orthoprothésistes aussi. Donc à partir de là, on fait ce qu'on appelle un état de l'art, donc on vérifie un peu ce qui existe sur les marchés. Et à partir de là, on met la machine en route. On a plusieurs activités chez nous, donc d'un domaine technique, on a un domaine laboratoire, on a des ingénieurs en laboratoire. Des chimistes. Des chimistes, voilà. On a des ingénieurs en biomécanique qui font partie de la structure et on vient d'intégrer 2 ingénieurs, un ingénieur marketing et un ingénieur technique mécanique pure. Donc vous avez un groupe de chercheurs qui se met en action sur un projet. On a un groupe de chercheurs intégrés à la structure. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut être réactif, parce qu'aujourd'hui, les parts de marché se gagnent en réactivité aussi et se gagnent sur un produit qu'on peut complètement construire à l'intérieur de la structure. Ça, c'est clair. Parce que vous avez donc tout intégré, donc le groupe de chercheurs, et ensuite et derrière, la création des outils de production et la fabrication, bien sûr, une fois que les tests tout au long du processus de création ont permis de valider le nouveau produit. Oui, tout à fait. Donc nous avons notre bureau d'études qui est intégré. Nous avons des phases de pré-test clinique sur lesquelles on a aujourd'hui 200 points de test en France, parce qu'on a 250 points de distribution aussi. Et on fait ces tests cliniques pendant quelques mois avant de passer une phase semi-industrielle. Parce qu'on est une petite échelle, donc on va faire à peu près 1000 produits. Mais avant de lancer déjà tous les outils de production, on fait déjà des tests cliniques pendant 5-6 mois. Quelle est la principale difficulté dans l'innovation, dans le financement de la recherche-développement, peut-être ? On en parlait tout à l'heure, c'est les capitaux.
Aujourd'hui, je veux dire, bon, il y a des produits qui existent, hein, il y a le CIR qui existe, mais le CIR, c'est le crédit impôt recherche, d'accord, mais qu'on va nous débloquer l'année écoulée de la recherche. Alors que là, souvent, dans des capitaux, quand ils sont un peu techniques, sur la main bionique par exemple, là, on a besoin de capitaux à la base. Et là, les banques ne suivent pas sur ce type de Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Pardon? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Quel type on en parlait, il faut des fonds. Bon, et des fonds en amont. Il y a des fonds, bon, il existe quelques fonds sur le secteur. Bon, il y a la Soridec, il y a Sophie Laro, il y a aussi Midi Capital. C'est ces gens aujourd'hui qui s'intéressent à des structures un peu comme la mienne, mais parce qu'on a réussi. Sinon, après, on est en bas, quoi. Et personne ne vient vous aider. Voilà. Merci de votre témoignage. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Guillaume Glaise, Cible Web. Alors, c'est une agence web marketing qui est basée à Béziers. Vous développez la visibilité des entreprises sur Internet. On est dans un type d'innovation, alors on est sur l'e-commerce et on est sur un type d'innovation technologique et organisationnelle. Vous pouvez nous expliquer très concrètement ce que vous faites? Oui, bien sûr. Déjà, de fait, étant dans le e-commerce et dans la partie Internet, on est forcément dans l'innovation. Je dirais qu'on a le choix, nous, on la subit ou on la devance. Donc c'est vrai qu'on est à la fois dans l'innovation technologique, nous en interne, puisqu'on est éditeur de logiciels, donc je me reconnais un petit peu dans certaines problématiques, CIR, financement et autres. Nous, on est passé là, maintenant on n'est plus sur les phases de développement. Et de fait, on est dans l'innovation organisationnelle pour 2 niveaux. Déjà parce qu'une structure comme la nôtre, on est 20 sur Béziers, on ne peut pas imaginer avoir des modèles de management qui existaient il y a 10 ans. Je suis sur un secteur où tous les 3 ans, on a l'impression que c'était la préhistoire. Donc par essence même, les modèles managériaux n'existent plus. Il faut en avoir totalement conscience. Moi, mes collaborateurs ont moins de 30 ans, donc on est dans ce qu'on appelle la génération Y. Donc typiquement, la créativité et la liberté de fonctionnement, c'est une clé. La hiérarchie n'est pas adaptable. Deuxième élément, on amène à nos clients une évolution sur leur canal, qui est un canal de la distribution qui évolue massivement. Prenez l'exemple des drones d'Amazon. Nous, notre métier, c'est d'amener les produits de nos clients chez Amazon. On est un des gros partenaires européens d'Amazon à ce niveau-là. Concrètement, de fait, on amène une innovation organisationnelle parce que chez nos clients, il faut que ça change. Donc c'est vrai qu'on subit à la fois et on anticipe ces évolutions en permanence. Et donc c'est vrai que ça fait 10 ans que c'est comme ça et que ça doit continuer. Sinon, c'est pas intéressant. Ça serait même pas amusant. On a parlé aussi de la côté créativité, je rajouterai le côté plaisir. Si ce qu'on fait ne nous plaît pas, on arrêtera. Alors justement, on a parlé aussi des forces et des faiblesses, et votre collègue en parlait. Quelles sont les forces et les faiblesses pour vous, pour accompagner l'innovation sur le territoire? Alors, les forces et faiblesses. Oui, les deux. Les forces, effectivement, le tissu en lui-même, je dirais le tissu au sens régional sur la matière grise, effectivement, on ne va pas se voiler la face, c'est une force énorme que de ne pas avoir de vraies difficultés de recrutement à ce niveau-là, d'avoir aussi une qualité de vie qui fait que les gens viennent et restent. La faiblesse, elle est peut-être liée aussi, par contre, au fait qu'on a un tissu qui est peu industrialisé. Donc, c'est-à-dire que, par contre, dans notre cas, par exemple, la mise en marché de nos solutions, elle se fait forcément... Alors, ce qu'on appellera l'export, c'est-à-dire déjà hors région, même si c'est un peu réducteur, puisque par essence, on n'a pas un vrai marché local, on va rencontrer après exactement les mêmes travers, c'est-à-dire une difficulté de lecture de nos activités, de leur potentiel. On entendait tout à l'heure parler d'actifs gérés immatériels, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce qu'on fait quelque part, c'est incompréhensible par un banquier. La problématique des fonds d'investissement, je cautionne parfaitement ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus besoin d'eux, qui viennent taper à notre morte, ça ne nous sert à rien. C'est au moment où on avait besoin d'eux que quelque part, ils ne sont pas venus. Donc on trouve des solutions annexes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait financer de l'hypothèse amont. On a un petit problème aujourd'hui, peut-être en Languedoc-Roussillon, qui est d'arriver à financer la phase post-innovation, post-réalisation, recherche et mise en marché. Et qu'est-ce que vous imaginez comme possibilité de solution? Il faut, je pense, que le mode de fonctionnement au niveau des capitaux change. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnements dans des régions différentes. En Rhône-Alpes, par exemple, il y a des structures financières intermédiaires qui ne sont pas tout à fait du capital risque, ni tout à fait du capital développement. On n'a pas l'équivalence ici. On a peut-être une frilosité des banques, je dirais, qui peut s'entendre aussi. Les produits innovants ne sont pas des produits qui rentrent dans les cases. On leur demandait de financer une voiture, un banquier le comprend de suite, demandez-leur de financer de l'innovation, donc de l'humain, de suite ça l'inquiète. Donc c'est vrai qu'effectivement on a cette problématique-là. Alors après elle est peut-être plus française au sens large, et c'est vrai que je pense que dans d'autres pays on n'a pas la même contrainte d'accès au financement, que ce soit par l'ouverture du capital ou par des prêts et du financement classique. On a déjà des manques en Languedoc-Roussillon. C'est vrai qu'effectivement vous citiez Soridec, Sophie Laro, Midi Capital, c'est déjà la région Midi-Pyrénées, entre les deux il n'y a rien.
On n'a pas d'équivalence, on n'a pas de financement sur des tranches entre, par exemple, 200 000 et 1 million d'euros. Voilà. Il y a un vide absolu sur cette région à ce niveau-là. Ça, c'est une vraie faiblesse. D'accord. Alors, je vais me tourner vers la personne qui est entre vous deux. C'est Didier Abrig, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci d'être là avec nous. Les entreprises de l'Ouest Hérault, vous les connaissez bien. Est-ce qu'elles sont tournées vers l'innovation ? Oui. Oui. Certainement pas assez. Certainement pas assez, mais oui. Alors d'abord, l'innovation, ça concerne tout le monde. On a un tissu d'entreprise qui a 95% composé d'entreprises de 0 et 1 salarié. Et même dans cette tranche-là, on en trouve qui innovent. Enfin, il faut quand même être réaliste. On sait très bien que le gros du vivier des entreprises innovantes, qui par ailleurs, je l'évoquerai peut-être tout à l'heure, mais sont aussi celles qui exportent, hein, ça a été dit tout à l'heure, se retrouvent dans la tranche des 10 salariés et plus. Alors pour vous donner une idée de volumétrie, on a entre 8 et 900 entreprises de plus de 10 salariés et on a moins de 90 entreprises de plus de 50 salariés. Mais ça se situe dans cette tranche-là. Alors on a les entreprises qui déclarent innover. Bon, donc on les suit collectivement, individuellement, on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi, bien sûr. Et puis, il y a celles qui innovent sans le savoir. Ah oui, ça, on y reviendra aussi. C'est assez curieux comme phénomène. Alors, au-delà de ces éléments, et pour ce qui concerne la CCI, qui dispose d'une mission d'appui à l'innovation, pour vous donner encore des éléments de volumétrie, c'est entre 150 et 200 rendez-vous année où on parle principalement ou accessoirement d'innovation, et c'est quelques dizaines de projets lourdement accompagnés dans l'innovation sur un process, sur une organisation. Bon, voilà. Et puis la présence de structures aussi, on le disait, de recherche, d'enseignement ici. Les entreprises n'innovent pas hors sol. Bien sûr, ça procède de la volonté du chef d'entreprise, mais il faut créer un écosystème de développement autour de ça. Et donc, il y a notamment l'IUT, qui est un IUT très pointu et très dynamique. Et d'une façon générale, il y a du Guesclin qui est là et qui aide à établir les bonnes passerelles quand il le faut sur ces projets de développement. Et puis, je ne passerai pas sous silence aussi le rôle des donneurs d'ordre, qui sont condamnés bien évidemment à innover, mais qui entraînent assez vertueusement tout le tissu de la sous-traitance. Alors, sous-traitance de spécialité, on a parlé de spécialité tout à l'heure, sous-traitance de capacité. Et un certain nombre de ces sous-traitants ont des BE, ont des bureaux d'études. Donc ils innovent également pour rester compétitifs, pour garder des marchés. Donc tout ça est assez intéressant. Et pour vous, quels sont les freins aujourd'hui ? Je vais être assez classique. On va repartir des capitaux et des sous d'une façon générale. Hein. Donc les coûts de développement. Alors les coûts de développement réels ou supposés. Mais il y a une certaine forme d'inhibition par rapport à ce que pourrait coûter évidemment une innovation, et un certain nombre de chefs d'entreprise se retrouvent un peu bloqués à ce niveau-là. Et puis ce qui est assez mal connu, et puis on n'a qu'à balayer devant d'autres portes, CCI y compris, c'est la connaissance des dispositifs qui existent. Hein, donc les dispositifs, les financements et puis les personnes ressources. À nous de nous faire mieux connaître, nous, réseau à l'innovation. Et puis il y a les risques. Imaginez les conséquences sur une entreprise qui va passer 12, 18, parfois 24 mois à développer un projet, seul ou à plusieurs, qui va investir de la ressource humaine, de l'argent, et puis qui ne sait pas à la sortie si le projet va trouver un marché. Donc il y a une certaine forme de réticence, de contraction en amont de toutes ces questions-là qu'il faut aider à lever en tant que conseil. Alors ici, justement, dans cette région, il y a de l'innovation technologique, mais il y a aussi d'autres types d'innovations qui sont présentes dans ce bassin Ouest Hérault. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui. Alors je vais repartir peut-être d'une définition. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a été rappelée pas plus tard qu'hier au niveau de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie qui planche un peu sur ce thème-là. L'innovation, hein, donc c'est toute démarche de changement qui consiste en la mise en œuvre d'un produit, d'un procédé ou d'un service, on y reviendra sur la question de service aussi, nouveau ou amélioré, on peut reprendre l'existant et le faire évoluer, susceptible de répondre à des attentes du marché, et générateur, ça c'est important, par son succès de valeur économique, environnementale ou sociétale. Et donc cette innovation, elle peut être continue ou elle peut être par rupture. Il peut y avoir de véritables sauts technologiques.
Voilà. Donc quand on est passé de l'argentique au numérique, et j'ai connu une entreprise de 400 salariés dans le Gard qui a connu ça, qui a bien anticipé pour elle, d'autres se sont cassés la figure. Vous imaginez quel est l'enjeu pour cette entreprise? C'est ni plus ni moins qu'un enjeu de survie. Donc ça, c'est important. Mais d'une façon générale et au final, c'est avant tout la capacité de déceler avant les autres une opportunité, de sentir le marché, de sentir une tendance qui pourrait se transformer par de l'innovation en véritable prestation. Donc c'est bien sûr, quand on parle d'innovation, c'est de l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation aussi par les services. J'ai pendant plusieurs années, quand j'étais en région centre, travaillé avec un pôle de compétitivité qui s'appelle NECOE. Et c'est le seul pôle national basé sur l'innovation par les services. C'est pas sur une filière, c'est l'innovation par les services. Et il a notamment travaillé sur les bouquets de services à proposer dans les zones d'activité. Alors si vous prenez séparément chacun de ces services, ils ne sont pas innovants. Mais en les transformant en bouquets, en les mettant à disposition des chefs d'entreprise et des salariés d'une certaine façon, ça devient une prestation innovante. Donc monsieur parlait de différenciation, on est bien là. Se différencier, pas que par son produit, mais par les services connexes, par un bouquet de services que l'on peut proposer autour et qui font bien souvent la différence avec les clients. Alors on a un grand nombre, on l'a signalé ou peut-être pas, de structures d'aide à l'innovation dans la région. On ne va pas tous les citer, Transfert LR, LR Incubation, il y en a énormément, il y a beaucoup de pépinières, de pôles de compétitivité. Quelles sont, vous, les structures d'accompagnement à l'innovation dans le bassin de l'Ouest-Hérault? Oui, il y a deux niveaux. Il y a le territorial, donc en clair l'Ouest-Hérault, puis le régional. Et tout ça, je dirais, se match assez bien. En territorial, on a la pépinière Innovo Sud, qu'il ne faut pas passer sous silence. Oui. C'est une structure importante qui est là pour accompagner un certain nombre de porteurs de projets, de l'idée jusqu'à la réalisation, qui les héberge dans des locaux spécialisés avant que l'entreprise se lance dans le grand bain de la création, voire de la création d'immobilier pour son développement. Il y a la CCI, je ne voudrais quand même pas le passer sous silence, donc on fait de l'accompagnement individuel et puis de l'accompagnement collectif. Via notamment des réseaux. Et là, permettez-moi de faire un petit décroché là-dessus. Quand on disait l'innovation, c'est aussi l'innovation organisationnelle, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit en se mettant à plusieurs. Et provoquer des alliances techniques ou stratégiques, c'est innover. Monsieur regrettait, il a bien raison, qu'il n'y ait pas assez de TI en France. Mais à la limite, peu importe, il faut passer au-delà. On ne va pas, d'un geste incantatoire, dire « nous voulons des ETI dans l'Ouest-Hérault ». On en a ou on n'en a pas. Par contre, se mettre à 10, 15 ou 20 entreprises pour former quelque chose de compact, pour aller chercher des marchés face aux donneurs d'ordre et face aux clients internationaux, mais en faisant ça, on constitue une ETI. Donc il faut être plus malin que ça, il faut créer des alliances. Donc l'innovation est organisationnelle aussi. Alors, donc je reviens oui. à l'accompagnement. Donc il y a je vous ai dit, il y a la pépinière, il y a l'UIT, il y a la plateforme technologique Ouest-Hérault qui est basée au lycée Jean Moulin. Donc il y a les outils de développement des agglos qui sont importants. Donc tout ça, quand même, je le disais tout à l'heure, tout ça, ça a bien coordonné et on a vocation à le faire de mieux en mieux. Ça constitue quand même un écosystème de croissance pour nos entreprises. Et concrètement, les CCI, elles accompagnent comment, en fait ? De la sensibilisation jusqu'au montage de dossiers financiers. En passant, et ça j'y tiens beaucoup, en passant par une vision stratégique, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas par le petit bout de la lorgnette et même que par l'innovation, mais on se présente devant le chef d'entreprise en discutant stratégie. Quelle est votre vision? Quelle est votre stratégie? Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre au service de cette stratégie? Dans cette stratégie, quelle est la part que vous accordez à l'innovation? Et je refais le point avec ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est la part que vous voulez accorder également à l'international? Parce que bien souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on part de la stratégie. Et puis on essaie, c'est pas toujours le plus facile, mais de voir loin, mais de phaser. Donc on essaie d'établir avec le chef d'entreprise des jalons, des points clés. Et puis on surveille ces points clés. Alors n'oublions pas que c'est le chef d'entreprise qui a la manœuvre. On ne fait pas. On aide à faire, mais on a à la fois une posture de conseil et puis de recul, de neutralité. Donc de temps en temps on se revoit et on établit des points clés. Les points qui nous paraissent les plus importants dans le développement de l'entreprise. On rappellera, je l'ai dit tout à l'heure, tous les dispositifs mobilisables. C'est vrai que c'est un peu un maquis
peut-être moins dans l'innovation que dans d'autres domaines, mais enfin, c'est quand même un acquis. Donc, on tricote, et on a des conseillers qui sont habitués, c'est leur métier, et puis qui peuvent dire, vous êtes éligible, vous ne perdez pas de temps là-dessus, ou alors, au contraire, on fonce et on vous accompagne. Merci. Et puis, on va jusqu'au bout. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais rebondir un peu sur les outils de la région, parce qu'il y a des outils, des super outils. Il y a les outils, la CCI, j'en parlais, parce que pour monter des dossiers un peu compliqués pour les appels de fonds et autres, la CCI est là. À Marion, on a fait quelques dossiers ensemble. Après, derrière, il y a des outils, il y a transfert. Marion Bassett qui est dans la salle, qui est chargée de l'innovation à la chargée de l'innovation, qui aide beaucoup dans ces profils de montage de dossiers. Mais par contre, derrière, on a Transfert LR qui est très bien. Il y a l'école des mines d'Alès. C'est un vivier. Vous avez d'ailleurs dans votre entreprise aujourd'hui trois ingénieurs d'école des mines d'Alès qui sont détachés chez vous. C'est détaché chez moi pour un travail pour juin 2014, oui, pour ce qu'on appelle le travail sur les produits modulaires, pour l'export, parce qu'aujourd'hui, la force pour grandir, c'est l'export, c'est comme ça. Et donc, tous ces outils sont bons, ils sont là. Mais ce qui nous manque derrière, c'est du cash. Voilà, c'est que ça, il n'y a que ça qui manque. Oui, vous vouliez rajouter un mot aussi. Oui, pour aller même là-dessus, même sur la partie cash, moi je ne vais pas remercier Marion, c'est pas la peine, ça a déjà été fait. Donc, typiquement, voilà, moi je l'ai vécu sur l'année dernière, notamment avec ex-Oseo BPI France, justement, quand on va sur des recherches de cash, il y a des aides qui existent. Moi je sais qu'effectivement la CCI nous a aidés dans ce cadre-là pour aller chercher une aide à l'innovation qui n'est jamais que du cash en avance remboursable. Remboursable malgré tout, mais c'est déjà ça, typiquement, effectivement, qui a été mobilisable. Et c'est vrai que je reconnais par contre que le dossier, seul, je me serais pas embêté à le monter. Le résultat est très intéressant in fine. Maintenant, le laps de temps et le temps, la chronophagie qu'aurait pu représenter ce temps de montage, de préparation du dossier, je l'aurais pas fait. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, là, on est dans un vrai rôle d'accompagnement à mes yeux, puisqu'on a effectivement quelque chose qui est palpable derrière. C'est pas que du rendez-vous pour du rendez-vous. Il se passe quand même des choses derrière. Merci beaucoup. Juste peut-être une réaction, Philippe Villemus, sur ce que vous venez d'entendre. On a des belles entreprises innovantes dans cette région. Oui, moi, ce qui m'épate le plus, c'est que malgré tous les discours, il y a quand même des entrepreneurs optimistes qui prennent des risques avec sûrement leur patrimoine, leur propre fonds, voire leur famille. Et c'est quand même eux les vrais créateurs de richesse dans notre pays. Merci beaucoup Philippe Villemus. Merci à tous les quatre. Restez avec moi, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Je vais demander au président Alain Plombat de venir me rejoindre sur cette scène pour conclure avec moi. Alors, président Plombat, récupérez un micro en passant. On a assisté à une soirée riche en termes de vision sur l'innovation, sur la compétitivité, mais aussi sur l'énergie de ces entrepreneurs dans ce bassin ouest-hérault. Oui, c'était une soirée qui vient à la suite de 2 autres soirées et je me félicite vraiment de cette série de conférences. J'ai une profonde gratitude pour tout ce que j'ai vu et entendu depuis 3 soirées, à Montpellier, à Nîmes et puis aujourd'hui à Béziers. Et en plus, j'ai envie de vous dire, j'ai une triple satisfaction. Je ne vais pas synthétiser tout ce qui a été dit, mais à travers l'émotion, vous parlez de cette satisfaction à 3 niveaux. D'abord, le citoyen, tout simplement. Le citoyen, le père de famille, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle image de région paupérisée, avec toujours des indices de chômage très hauts, du PIB par habitant qui est très faible. Et on se dit, mais enfin, c'est quoi cette région ? Et quand on entend des chefs d'entreprise qui vous parlent de leur projet, de leur travail, de leur conquête de marché, on n'est pas en Californie. Monsieur est à Bédarieux, je veux dire, ce qu'on appelle l'arrière-pays. Hier, nous avions quelqu'un d'Alès. Et nous avons des gens qui ont des PME, PMI, qui font du bon jus de crâne et qui sont à la conquête des marchés. Alors le simple citoyen, le père de famille, il se dit, mais voilà, il y a des choses qui se passent, l'horizon est dégagé, ou en tout cas, il est en train de se dégager. Après, il y a le journaliste, que je reste malgré ma fonction. Et là, le journaliste, il en a pris plein les oreilles. Depuis 3 soirs, je découvre des gens qui ont un talent un petit peu dissimulé, parce que souvent, on le dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire, ils ne se mettent pas en scène. Or, on voit là aussi une capacité de création. Et je me dis, bon, mais il faudrait qu'on soit tous les jours sur ce type d'événement pour présenter tout ça. Et ça m'amène au dernier chapitre, celui du responsable d'entreprise. Je crois que Midi Libre, dans ce type d'initiative, essaie de franchir un palier supplémentaire. Bien sûr, nous avons le quotidien tous les jours. Il est très lu, je l'ai dit. Bien sûr, nous avons les sites Internet. Mais il faut que nous allions encore plus loin et qu'on mette en scène toute cette dynamique qui se manifeste.
Il faut qu'on soit des passeurs un petit peu du message économique. On sait que c'est un message qui est un petit peu difficile. Mais si un grand quotidien généraliste, si un groupe comme le nôtre arrive à faire passer tout ça, je crois qu'il aura fait une pédagogie qui est très très saine. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ce magazine qui va être diffusé, qui a été diffusé à 260 000 exemplaires. S'il y a des adolescents, s'il y a des pères de famille, des mères de famille qui le feuillettent, ils vont voir que pas loin de chez eux, il y a des entreprises qui sont très performantes. En même temps, j'ai bien compris votre message. Je crois qu'il ne faut pas qu'on reste entre initiés. Il faut qu'on ouvre ce débat. Et ça va être, quand on va débriefer entre nous, avec les collaborateurs, on va se dire que pour 2014, il faut franchir encore un palier. Moi, j'ai envie d'ouvrir ce débat à un public un peu plus large. Et j'ai aussi envie d'amener des banquiers dans l'assistance. J'ai bien compris que le dialogue, il était un petit peu sclérosé. Et il faut que vraiment ces gens-là sortent de leur bureau un petit peu vitré ou de leur bureau avec des vitres fumées et qu'ils vous écoutent et qu'ils sentent un petit peu toute la démarche humaine, la démarche industrielle, la démarche économique qu'il y a derrière tout ça. Ça, si nous arrivons à faire ça, nous aurons, je pense, rempli une petite mission, mais une mission importante pour la région, car c'est à nous de donner un petit peu l'image de cette mission. Et en fait, à titre personnel, le chef d'entreprise, depuis 3 soirées, entend Philippe Wilmus. Il se dit qu'il a encore beaucoup à faire, qu'il n'est pas tout à fait conservateur, mais qu'il n'est pas tout à fait progressiste. Donc j'ai intégré un petit peu tout ça. Ça m'empêche de dormir, mais sachez que là aussi, j'ai une vraie gratitude et je voudrais tous vous remercier, vous les participants, Philippe, et puis tous ceux qui ont monté ces soirées à nos côtés, Virginie et vous tous qui avez été très patients pour nous écouter. Merci encore. Alors, je vous rappelle l'événement qui nous a réunis ce soir, c'est la parution du Midi Éco Béziers. Il est sorti, je vous invite vraiment à le feuilleter, à lire les articles, à découvrir les entreprises qui sont ici dans cette région. Je voudrais préciser, ce magazine, il est pour vous, il parle de vous et il est à disposition aussi de tous les gens de la région. Donc c'est vraiment important les informations qui y sont développées. 2 grandes dates pour terminer, pour conclure, en 2014 pour le Midi Libre. C'est en mars 2014 le nouveau site internet du Midi Libre, président. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, l'accord avec Google qui va vraiment décupler l'offre pour les annonceurs. Voilà. Alors, on vous remercie d'être venus si nombreux. Oui, allez-y. Voilà, là, c'est l'édition de Béziers, mais j'aurais aimé, et j'y pense aussi, il y a une édition de Sète, il y a une édition de Montpellier, une édition de Narbonne. Pour vous tous, parce qu'on est juste sur le périmètre biterrois, qui est très énergique, on l'a dit, mais c'est tout ce qui se passe aussi autour. Et on voit que quand toutes ces initiatives convergent, c'est vraiment, vraiment un tremplin merveilleux pour l'avenir. Voilà, je voulais le dire. Merci beaucoup. On vous convie tous à un buffet juste à côté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Très heureux, on s'est salué déjà. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.